bienvenue sur Corrèze Télévision en direct de la 34e foire du livre de Brive. Vous êtes sur le forum des lecteurs. Ce forum s'intitule Écrire et nous recevons Grishka Bogdanov et Philippe Bourré, l'auteur de ce livre qui s'intitule Les Entretiens de Brive aux éditions Michel, et également Bruno Tessarek pour l'atelier d'écriture aux éditions Jean-Claude Lattès. Ce forum est animé par Florence Bouchy. Merci à tous d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre au Forum des lecteurs intitulée donc Écrire. Nous allons nous interroger sur les sources de la création, pourquoi écrit-on, mais aussi avec Bruno Tessarek, l'auteur de l'atelier d'écriture, comment peut-on écrire, puisque Bruno Tessarek est l'auteur de l'atelier d'écriture, leçon à un futur écrivain. Il s'agit donc de voir avec vous comment on peut passer à l'écriture, mais avant peut-être de se mettre à la réalisation, de se mettre à l'atelier, derrière son atelier, il faut avoir envie d'écrire. Et c'est, je crois, ce qui vous a intéressé, Philippe Bourré. Vous avez réfléchi aux sources de la création. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à écrire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en lui d'élan créateur? Vous avez eu envie d'interroger un certain nombre d'écrivains pour essayer peut-être de percer ce mystère, alors je ne sais pas, en tout cas de cerner les motivations de certains d'entre eux. Vous avez rassemblé dans votre livre intitulé « Écrire, c'est vivre » ces entretiens. Parmi ces entretiens, parmi ces écrivains que vous avez interrogés, il y a Danielle Salnave, qui est la présidente de la Foire du Livre de Brive cette année. Il y a aussi Grishka Bogdanov qui est avec nous. Alors Grishka Bogdanov qui est également l'auteur du Code secret de l'univers avec son frère Igor. Alors nous parlerons un petit peu du Code secret de l'univers, mais nous nous intéresserons surtout, bien sûr, à l'entretien que vous avez accordé à Patrick Bourré, dans le cadre d'écrire... Pardon, Philippe Bourré, merci, dans le cadre de ce livre. Alors, Philippe Bourré, j'ai envie de vous demander tout d'abord d'où vient cette envie de vous entretenir avec des écrivains et surtout d'en faire un livre. Alors, cette envie est venue d'une phrase de Jacques Lacan lorsqu'il rend hommage à Marguerite Duras en 1965, dans son hommage à Marguerite Duras du ravissement de Lodwestein, où il lui dit... je cite de mémoire, « Vous savez, sans moi, ce que j'enseigne. » Et il rajoute dans son texte, « Nous, les psychanalystes, nous n'avons pas à faire les psychologues là où l'artiste nous ferait la voix, c'est-à-dire là où l'artiste est détenteur d'un savoir qui peut nous enseigner. » C'est principalement cet hommage à Marguerite Duras, depuis la venue de Jacques-Alain Miller en 2011 à la Nuit Blanche Duras, qui m'a poussé à aller interroger les écrivains en 2012, 2013 et 2014. Et les éditions Michel, son directeur, M. Benamour Sobohan, ayant lu ces entretiens, m'a proposé de réaliser des entretiens beaucoup plus larges et beaucoup plus longs, beaucoup plus précis aussi, et j'ai relevé le défi, et je suis allé rencontrer en effet ces personnalités, dont Grishka, pour de longs entretiens, où a pu se déposer au fil du discours, de l'énonciation, un savoir, principalement avec Grishka, puisqu'il est là aujourd'hui, où il s'est fait dans cet entretien à la fois le passeur de Jacques Lacan, puisqu'il a rencontré Jacques Lacan, et il explique dans cet entretien, il nous décrit le Lacan écrivant devant lui et devant son frère, et en même temps, il articule un savoir qui lui est singulier, qu'il me transmet et que moi, en tant que passeur, j'ai essayé de faire entendre au lecteur. C'est-à-dire, on pourrait dire en fait au lecteur, toi, lecteur, tu peux savoir ce qui s'est dit dans cet entretien et tu peux t'en faire un savoir personnel. Alors, ce que nous ne l'avons pas dit, mais vous êtes vous-même psychanalyste, est-ce que vous avez eu l'impression d'interroger ces écrivains en psychanalyste ou est-ce que vous avez fait un petit peu autre chose? J'ai été orienté par ma formation de psychanalyste et par ma cure. Mais ce n'était pas du tout la même démarche. D'abord parce que c'est moi qui suis allé vers eux. C'est-à-dire, c'est moi qui leur ai supposé un savoir. Alors que généralement, l'analysant qui vient nous voir, le sujet qui vient nous voir, nous suppose un savoir à l'analyste. Donc moi, je me suis déplacé. Donc c'était une démarche très différente, mais qui était quand même orientée par cet enseignement de Jacques Lacan, et de Jacques-Alain Miller, et surtout par le fait que Freud, Lacan, Miller nous montrent
à chacune des lignes qu'ils écrivent et des paroles qu'ils ont proférées, qu'ils aimaient et qu'ils aiment les artistes. Et ils aiment les artistes parce qu'ils supposent à l'artiste un savoir, et un savoir qui précède celui du psychanalyste. Voilà. Donc c'est une démarche un petit peu inverse. Alors, dans l'ensemble, avant de revenir sur l'entretien mené avec Grishka Bogdanov, mais dans l'ensemble de ces entretiens, est-ce qu'il y a une chose particulièrement qui vous a étonné? Il n'y a pas une chose qui m'a étonné. Ce qui m'a étonné, c'est d'avoir été accueilli déjà. Parlons de Grishka, qui m'a fait une confiance absolue. Et ce qui m'a aussi... j'ai été surpris par la surprise qu'avaient mes invités, en articulant leur propre discours, assez librement, mais avec une précision et un souci du bien dire. J'ai été surpris des articulations qu'ils étaient en train de mettre en place et de leur propre surprise qui venait à ce moment-là. Enfin, Grishka en parlera mieux que moi. À un moment donné, il dit « Je n'avais jamais articulé les choses ainsi. C'est la première fois que j'articule les délices de la différenciation, puisque c'est le titre de l'entretien. C'est un magnifique trouvaille de Grishka. Voilà, ça c'est une trouvaille de mon invité. Et ça me surprend, et ça me met en joie. Enfin, c'est extraordinaire. Hein, les délices. Il a commencé par les délices de la féminité, et tout doucement, il passe aux délices de la différenciation avec son frère Igor et de la question du miroir. C'est formidable. Alors, Grishka Bogdanov, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous nous apprenez complètement. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que vous aviez suivi les séminaires de Roland Barthes, que vous étiez allé voir Lacan d'abord à son séminaire et puis ensuite de manière plus intime. Est-ce que c'est des choses dont vous aviez déjà parlé ou c'est vraiment cette interrogation-là très précise, finalement, de Philippe Bourré qui vous a conduit à revenir sur cette période ? En fait, merci de formuler la question ainsi, parce que c'est une redécouverte d'une partie de nous-mêmes, de notre trajectoire ou de ce que nous avons traversé dans le domaine de la connaissance et des recherches associées. Grâce à Philippe, nous avons été amenés, quand je dis nous, c'est un nous de majesté, c'est comme si Igor y était aussi, puisqu'on a traversé les choses de manière assez parallèle. Mais c'est vrai que Philippe m'a amené, au cours de ces entretiens qui ont duré assez longtemps, on s'est vu souvent et on a approfondi dans le cadre d'un vrai dialogue cette révélation que nous avons, nous, Igor et moi, connue à l'époque où nous avons été, vous y faites référence, en séminaire avec Roland Barthes. En séminaire à l'École des hautes études, nous nous étions inscrits dans le cadre d'une thèse de doctorat que nous avons préparée avec lui. Et cette thèse, évidemment, s'inscrivant dans le cadre de ce qu'on appelle la sémiologie, a intersecté des savoirs adjacents, et notamment dans cette grande montée des sciences humaines qui caractérisait les années 70-80, eh bien, on rencontre Lacan, on rencontre Philippe Solers, on rencontre Denis Roche, on rencontre beaucoup de philosophes de cette époque. Et ce qui, évidemment, pour nous compte, avec Igor, c'est la rencontre avec Lacan. Et c'est celle-là que j'ai détaillée, évidemment, dans ce lien très particulier, qui était celui que Lacan a su développer, pas seulement dans le domaine de la science analytique, mais également sur un autre versant, sur lequel on ne l'attend pas d'ailleurs, qui est le versant scientifique. En fait, Lacan a un souci de scientificité, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres de ses épigones. Mais chez lui, il y a une volonté notamment de traduire sur un plan qui relève de la topologie, des mathématiques, même de l'algèbre ou de la théorie des nœuds, eh bien, qui relève effectivement d'un souci de formalisation du mystère de l'être. Et je donne juste un exemple. Vous savez que Lacan, évidemment, mon ami Philippe le sait mieux que personne, puisqu'il m'a mis sur cette voie à nouveau. Lorsque Lacan apparaît dans le domaine de la psychanalyse, il reste trois choses de lui qui sont fondamentales. C'est sa rencontre avec le sujet, et en particulier donc le réel, l'imaginaire et le symbolique. Ce sont trois termes qui vous paraîtront peut-être un petit peu éloignés de ce que vous pouvez en dire du point de vue du contenu. Mais c'est vrai que quand on parle de Lacan, on doit se
se situer face à ce qu'il appelle les trois instances, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Or, il a tenté de traduire, et il y est parvenu pour ceux qui sont sensibles à la topologie, il y est parvenu à travers ce qu'on appelle les nœuds borroméens, c'est ce qu'il appelle au fond les nœuds borroméens, retenez bien ce mot, qui font allusion à un domaine des mathématiques qu'on appelle la théorie des nœuds. Les nœuds borroméens, vous savez, ce sont trois anneaux qui s'intersectent et qui sont inséparables l'un de l'autre. Le secret d'un anneau vous donne le secret des trois autres et ils sont en même temps dans une symétrie parfaite, une symétrie de rotation qu'on décrirait par un groupe de rotation qui les unit, ces trois anneaux. Ça nous a frappé. Moi, ça m'a frappé puisque j'étais en études de mathématiques parallèlement à l'Institut d'études politiques que j'ai également fréquenté et l'école des hautes études. J'étais donc très sensibilisé à cette approche. Et à partir de là, évidemment, j'ai été d'éblouissement en éblouissement. Et je les ai retrouvés, tous ces éblouissements, grâce à Philippe, qui m'a amené à réinitialiser en quelque sorte Lacan dans son discours contemporain, éminemment contemporain. Et donc dans ces rencontres avec Lacan, est-ce que vous êtes allé avec votre frère tout simplement, et c'est ça qu'on ignorait, je crois, vraiment jusque-là, vous êtes allé rendre visite à Lacan. Ce n'était en théorie pas des séances analytiques, c'était des visites, des discussions. Et puis comme le note Philippe Bourré, à un moment vous parlez de visite et puis tout d'un coup vous basculez à séance, ce qui signifie bien qu'effectivement quelque chose s'est passé en ce temps-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous dites, c'est que Lacan vous a prononcé une phrase absolument décisive pour vous et qui vous a fait comprendre que l'une de vos problématiques et l'une de vos sources d'intérêt, c'était la question de l'origine et que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'essentiel de vos livres et notamment le code secret de l'univers. Est-ce que vous aviez, déjà depuis bien sûr que Lacan vous en a parlé, mais je dirais récemment, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez à l'esprit, que la question des origines et que votre intérêt pour l'origine de l'univers, notamment, était lié? Ça fait longtemps que vous le saviez? À l'origine, finalement, des grandes explorations scientifiques, il y a d'abord des idées qui sont ténues, qui flottent dans l'imaginaire collectif et parfois dans son propre imaginaire. En réalité, ce que disait d'ailleurs Einstein à un moment, lorsqu'on l'a interrogé pour savoir ce qui compte en science, l'Einstein répond: ce qui compte en science, ce n'est pas les connaissances, c'est l'imagination. Et en fait, au début de notre rencontre avec Lacan, donc dès la première fois, nous allons donc chez lui, 6 rue de Lille. Nous pensions y aller 1 ou 2 fois, et en fait, nous y sommes allés pendant plusieurs mois, pratiquement 1 fois par semaine. Donc, on s'est rendu dans cette sorte de cénacle très, très protecteur qui était celui de ce grand homme et de ce grand psychanalyste, mais aussi de ce grand philosophe, de ce grand trouveur de mots, trouvailleur de mots. Et ce personnage, donc, nous a accueillis avec cette problématique immédiate pour lui, qui était celle de l'origine, nous situant l'un par rapport à l'autre et donnant en quelque sorte un défi à l'un comme à l'autre de savoir qui était finalement à l'origine de l'autre. Qui était à l'origine de l'autre? Comment se situer l'un par rapport à l'autre? Il a figuré quelque part une sorte de métaphore qui nous a engagés ensuite à nous poser la question, évidemment, du moi originel, qui nous différencie évidemment du moi collectif que nous représentons à deux, du moi originel. C'est donc un parcours analytique, authentique. Et à partir de là, évidemment, les choses s'enchaînent, elles vont plus loin. On ne se borne pas simplement à être en réflexion et en spéculation, en mouvement spéculaire sur l'être, mais aussi sur ce qui est le lieu d'inclusion de l'être, le lieu de plongement de l'être, qui est donc l'univers tout entier. Et c'est à partir de là que nous sommes passés de la révélation à la révolution. La révélation, c'est le moment de rencontre avec Lacan. La révolution, ça a été une révolution à usage personnel, celle que nous avons faite au moment où nous sommes entrés dans nos thèses de doctorat, pour comprendre ce qu'il voulait y avoir avant le Big Bang. Cette préoccupation se reflète dans ce livre, Le Code secret de l'univers, où nous sommes bien évidemment situés dans quelque chose de très vertical, de totalement
on va dire à la fois éminemment personnel et totalement universel. Alors, Bruno Tessarec, vous, dans l'atelier d'écriture, ce n'est pas les sources de la création qui vous intéressent, c'est plutôt comment écrire. Néanmoins, avant de parler de votre livre, est-ce que cette question des sources, des origines, de la création, du désir d'écriture, c'est des choses auxquelles vous avez déjà eu envie de réfléchir, et éventuellement collectivement, individuellement, enfin, ce sont des questions qui vous préoccupent aussi? Mais je peux... comment dire? Oui, mais j'avais envie... Oui, évidemment, ça préoccupe quand on écrit, c'est-à-dire d'où vient, effectivement, pour parler un peu à la manière, mais manière un peu pauvre, dirais-je, presque caricaturale à la façon de Lacan, je dirais qu'on s'interroge pour savoir d'où vient ce désir d'écriture. Mais en même temps, comment dire? Moi, comme écrivain, je me suis toujours posé la question, et c'est une des questions auxquelles je tente de répondre dans mon livre, c'est pas vraiment pourquoi écrit-on, d'où vient ce désir d'écriture, mais c'est plutôt dans une altérité, là aussi pour reprendre des termes que les psychanalystes utilisent fréquemment, dans une altérité, c'est-à-dire pour qui écrit-on? Bon, voilà, c'est plutôt... Parce que l'écriture, en fait, tout à l'heure vous parliez du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Et je me rappelle avoir eu un prof de philo en classe préparatoire qui nous disait, qui résumait un peu cette trilogie lacanienne en disant le réel, c'est le 1, l'imaginaire, c'est le 2, et le symbolique, c'est le 3. Et j'ai envie de dire que l'écriture, c'est au plan du symbolique, dans la mesure où il y a aussi une trinité, qui est l'auteur, le texte et le lecteur. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, ce que vous dites. Maintenant, je peux dire une chose marrante, c'est que ma légitimité à être là ne tient qu'au fait que l'établissement qui m'héberge à Brive s'appelle le Château de Lacan. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai une médiocre légitimité à être à vos côtés, messieurs, parce que votre langage m'impressionne énormément. Et si je peux encore dire un mot, tout en vous écoutant, j'avais, comme on dit dans l'analyse, une sorte d'attention flottante. Et je voyais là-bas 3 mots, et je me disais, dans le fond, je reviens au chiffre 3 du symbolique, je me disais, moi, ce que j'essaye de faire dans mes livres et puis dans mon modeste ouvrage où je dis, qu'est-ce que c'est qu'écrire, pour qui écrit-on, comment on peut le faire, je voyais 3 mots là-bas, atelier, rédac et restauration. Mon atelier, c'est le nom de mon livre. Rédac, la rédaction, c'est l'écriture. Il faut quand même préciser pour nos spectateurs que ce que vous voyez, c'est sur le panneau en face de la salle. En face de la salle, voilà. Une attention flottante. Et j'accroche le mot restauration. Et je me disais, est-ce que quand on écrit, surtout quand on écrit de la fiction, est-ce qu'on ne veut pas restaurer cette parole initiale qui est quand même au début de tout, c'est-à-dire au commencement était le verbe? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut restaurer? C'est-à-dire reprendre le verbe initial et le transformer à notre manière, le faire vivre sous forme d'histoire, sous forme d'aventure, sous forme de conte. En fait, l'écriture, je pense que c'est que ça. C'est une espèce de travail de restauration d'une parole qui a toujours été là avant le Big Bang, parce que c'est quand même la Bible qui dit ça, au commencement était le verbe. Très, très sensible à ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on remonte la barrière du Big Bang, et c'est ce que nous disons dans notre ouvrage, justement, merci d'y faire allusion, eh bien, on se trouve confronté à une émergence immatérielle. C'est que, bien sûr, la matière naît au moment du Big Bang, mais le Big Bang, ce n'est pas l'instant zéro. C'est un instant très petit que les physiciens ont calculé. Voilà, et c'est un instant que les physiciens appellent l'instant de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Et donc, quand on passe cette barrière, que trouve-t-on? On ne trouve évidemment, c'est logique, plus de matière, puisqu'elle naît au moment du Big Bang. Donc il y a quelque chose d'immatériel, et cette immatérialité, eh bien, on peut l'appeler information, et c'est là où on retrouve le la verbe parole, dont vous parlez le tout à verbe, l'heure, la parole. absolument. Parce que c'est quand même fascinant que le premier livre de l'histoire de l'humanité, écrit sans doute par Dieu, puisqu'on n'en connaît pas les auteurs, la phrase c'est « au début était la parole », au début était le verbe. C'est fascinant. Je crois que c'est un point commun à tous mes invités. C'est-à-dire qu'à un moment de l'entretien, chacun a été surpris par ce qu'il était en train de me dire et d'articuler devant moi. Et si on reprend l'entretien avec Grishka, Grishka, dans cet entretien, est amené à faire des néologismes, il en a fait un tout à l'heure d'ailleurs, à découvrir des mots tels que trialogue ou bien décisoire. Il dit que pour lui, le stade du miroir a été un stade
décisoire, dit-il, parce que ça rime avec miroir. Et je crois qu'en effet, ces entretiens, je les ai vécus, moi, comme des moments de création. Et c'est en cela qu'ils m'ont enseigné. C'est-à-dire que j'ai été surpris par quelque chose qui arrivait, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et mon travail a été de faire passer ça dans ces entretiens pour que le lecteur puisse entendre que lorsqu'on laisse aller librement la parole, lorsqu'on se laisse aller à articuler certaines choses de son existence, eh bien on est amené à faire des trouvailles, et que ces trouvailles ouvrent des chemins qui permettent aussi de construire son existence. Je crois que c'est ce que tu as dit par rapport à tes rencontres avec Jacques Lacan, quand il dit réarrangez-vous. Quand Lacan te dit réarrangez-vous, tu as une interprétation extraordinaire. Tu pourrais peut-être nous en dire 2 mots, je ne sais pas. Mais tu viens de parler, Philippe vient avec talent de parler de trouvailles. Et eh bien, justement, j'ai fait un néologisme que tu as relevé tout à l'heure. J'ai pas parlé de trouveur, parce que évidemment, on peut chercher et trouver en science et dans d'autres parties, évidemment, de l'exploration de la connaissance. Mais j'ai dit que Lacan était un trouvailleur. Ça m'est arrivé grâce à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il trouve ailleurs. S'il trouve ailleurs, c'est qu'on doit chercher ailleurs. Ça me rapproche d'ailleurs, une fois de plus, vous voyez, c'est encore un autre mot qui me gagne malgré moi. Ça me rapproche de la description qu'on trouve ailleurs, justement, dans les mathématiques, à propos de la représentation de l'espace-temps, qui est un cône de lumière. Donc on a l'intérieur de ce cône, et puis on a à l'extérieur de ce cône ce qu'Einstein appelle l'ailleurs. Et l'ailleurs recèle évidemment bien des secrets qui ne sont pas accessibles ici et maintenant, et qu'il faut aller chercher ailleurs. Alors Bruno Tessarec, je vous ai vu vouloir rebondir, réagir à ce que disait juste avant Philippe Bourré. Ça me paraissait brillantissime, et puis évidemment c'est parti ailleurs, si j'ose dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, c'est oui, pas... non, je voulais dire. Quand vous parliez tout à l'heure, tous les deux, vous parliez de comment dire, de quelque chose qui venait un peu vous n'avez pas employé ce terme, mais d'une façon un peu miraculeuse ou accidentelle, ou apparemment accidentelle. Et alors, ça, c'est au niveau de la parole, parce que l'écriture, ça ne marche pas comme ça, mais vous le savez très bien, puisque vous écrivez tout. L'écriture, c'est cette espèce de synthèse totalement improbable entre ce que les romantiques appelaient l'inspiration, ou ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui vient d'ailleurs à l'état brut, comme ça, et puis quand même tout le travail, parce que c'est peut-être la grande différence entre la parole telle qu'elle se formule dans le cabinet de l'analyste, sur le divan, et le travail de l'écrivain, qui en général se pratique assis devant une table, qui est un travail de mise en forme. C'est intéressant cette notion de mise en forme. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, comme vous dites très bien tous les deux, cet ailleurs pouvant être là-bas très loin, ou pouvant être en nous, mais en même temps, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est ce travail. C'est cette façon d'organiser le... Je ne sais plus qui a dit ça. J'essaye d'organiser le désordre. Je ne sais plus qui a dit ça. Puis je pensais aussi, quand vous parliez de chercher et de trouver, je pensais à la totalement magnifique, mais vous la connaissez par cœur, bien sûr, totalement magnifique parole de Picasso. Moi, je ne cherche pas, je trouve, qui est le truc du génie absolu. C'est-à-dire que le génie absolu, il ne cherche jamais, il trouve. Et peut-être que l'écrivain, il est dans cet entre-deux, entre chercher et trouver, entre l'inspiration et le travail, de la même façon qu'il est entre la passion et le désespoir en permanence. Enfin, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui est perpétuellement ambivalent. Et en particulier entre le bonheur de l'écriture et l'angoisse de l'écriture. Mais pourquoi pas aussi entre l'inspiration, le don de Dieu et en même temps le travail. Enfin, vous voyez, moi, je situerais assez bien les choses dans cette dualité comme ça, oui, complémentaire en même temps. Parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur votre livre, l'atelier d'écriture, Bruno Tessarec. C'est pas du tout un livre abstrait. C'est au contraire un livre presque d'ordre pratique, hein, de conseils à de futurs écrivains ou d'aspirants écrivains. Et ce que vous dites, c'est qu'effectivement, pour écrire, quand on écrit, on doit se poser des questions
j'ose pas dire basiques parce qu'elles ne le sont pas, mais en Elles tout cas sont des pas, questions mais- très concrètes. Alors, tiens, on peut peut-être en prendre une, si vous le permettez, qui rejoint un peu les réflexions de nos amis. C'est, par exemple, une des grandes questions que se pose tout écrivain, c'est de fiction, hein, est-ce que je vais écrire un récit ou une histoire où il y aura un narrateur qui dira « je », ou est-ce qu'au contraire, mes personnages, je les verrai agir et ça sera des « un »,« il » ou plusieurs « il » ou « elle ». Ça, c'est une question fascinante, parce que c'est aussi la question du sujet dans l'écriture. Pas seulement le sujet qui écrit, mais qui parle dans le livre. Est-ce que c'est un « je », est-ce que c'est un « il ». Et ça, c'est une question que j'essaie d'aborder, pas du tout sous l'angle de la psychanalyse, bien sûr, mais en disant, ça, c'est une vraie question. Si vous dites « je » dans un livre, vous allez avoir un certain type de roman que j'essaye à un moment donné, bien modestement, du reste, d'analyser. Si au contraire, ce sont des personnages qui disent « il » ou « elle », qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu dans l'histoire que vous écrivez? On pourrait dire aussi que ce sont des visions du monde finalement différentes. Ce sont des visions du monde différentes. Une autre question qui est essentielle et qui renvoie là aussi à des concepts que vous avez abordés ou frôlés, c'est la question du temps. Le temps du récit. Est-ce qu'on va raconter une histoire au présent? Est-ce qu'on va la raconter au passé? Ou est-ce que, à la manière de Camus dans L'Étranger, on va la raconter dans ce temps très étrange qui est le passé composé, qui est un passé qui arrive jusqu'au présent? Bon, ça, c'est des questions que j'essaye modestement d'aborder, parce que je trouve que c'est des questions qu'on doit se poser quand on écrit. Et finalement, ce sont des questions que vous abordez de manière profonde, mais très simple, parce qu'elles sont nourries de votre expérience en atelier d'écriture. Vous avez vu Entre à quoi autres, on oui. se confrontait quand on essayait d'aider quelqu'un à écrire, quand on essayait de lui apprendre à écrire, dans la mesure où apprendre à écrire serait possible, en tout cas. On lui permet de s'exprimer soi-même, si vous voulez. On lui permet de devenir mieux lui-même. On lui permet aussi Oui, bien sûr, effectivement, mais en même temps, il n'est pas question d'apprentissage parce qu'il n'est pas question de savoir. Il est question. C'est pour ça que j'aime bien le mot d'atelier, parce que dans un atelier, on le sait dans le langage traditionnel, un atelier, c'est un endroit où il y a quelqu'un qui a une longueur d'avance sur les autres. On l'appelle le maître. Celui qui est maître, c'est celui qui a le droit de signer ses œuvres. Alors c'est peut-être les écrivains qui publient, d'une certaine façon. Et puis les autres, c'est des compagnons ou des apprentis. Et le maître, quelle prétention! Au langage de l'artisanat traditionnel, bien sûr, maître, apprenti, compagnon. Le maître, c'est celui qui dit simplement « Ah, attends, si tu fais ce geste-là, tu verras, ça marche un peu mieux. » Mais il n'a pas vraiment de savoir. Il a simplement une petite longueur d'avance dans la pratique. Et parfois, par une sorte de miracle, il peut transmettre cette petite longueur d'avance. Et ça marche si la personne, mais comme dans votre travail, c'est la personne qui fait le travail toute seule. Mais vous lui permettez de faire ce petit pas de côté qui va faire qu'elle va faire un pas en avant. Voyez? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Non, je suis très... Ah, ça marche, oui. Je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la question de l'écriture. Pourquoi? Parce qu'avec Grishka, je le lui disais tout à l'heure, lorsque j'ai retranscrit et établi l'entretien, j'entendais ta voix. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que dans l'entretien, même les lecteurs puissent entendre ta voix. Et Danielle Salnave, lorsqu'elle a articulé cette question de écrire, c'est rentrer dans une respiration, a attrapé de manière très sensible et précise ce qu'elle désire lorsqu'elle écrit, c'est-à-dire elle désire transmettre au lecteur la respiration qui a été la sienne au moment de l'écriture, au moment de la création. Et dans l'entretien avec Grishka, ce que j'espère avoir transmis, c'est le moment qui n'est pas miraculeux, mais qui est le moment de la trouvaille d'un sujet à l'instant, je dirais presque au temps X, pour faire référence à ces magnifiques émissions de Grishka et Igor Bogdanov, à un temps précis où le sujet fait une trouvaille et où il se dit « Ah ben ça, je ne l'avais jamais articulé de cette manière-là, et c'est mes mots qui m'ont conduit à ça. » Alors je pense que dans l'écriture, il y a du corps, si je puis dire, qui peut être transmis, même si en effet, ce n'est pas la même situation. Et ce corps, il est également transmis dans l'énonciation, c'est-à-dire lorsqu'un sujet en rencontre un autre. Et certains d'entre nous ont lu les séminaires de Jacques Lacan, qui ont été établis par Jacques-Alain Miller. Et lorsqu'on lit un séminaire de Jacques Lacan, on entend la voix de Lacan. Voilà. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que
le merveilleux de l'entretien avec Grishka, c'est en effet ces délices de la différenciation, c'est-à-dire comment il nous indique que la question de faire couple quand on est des frères jumeaux, a été pour lui délicate. Comment, en effet, il a fallu du travail pour se différencier et que ces énoncés de Jacques Lacan lui ont permis ce travail-là, du moins une élaboration. Et on aurait bien aimé l'inviter aux journées de l'école de la cause freudienne, qui ont lieu le week-end prochain, qui sont des journées dont le titre est « Faire couple ». Et je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à nous enseigner. Mais je conseille quand même de lire cet entretien où le faire couple est présent à chaque ligne, n'est-ce pas, Grishka? Oui, bien sûr, la problématique gémellaire est très particulière. Je vais raconter une anecdote qui va permettre de situer ce que signifie être jumeau. Mon frère était en promenade dans Paris. Il l'a raconté quelquefois à la télévision, mais ça vaut la peine d'être re-raconté par moi. Il se promène dans Paris et tout à coup, il tombe sur quelqu'un qui était peut-être tunisien ou marocain, dans cette région du monde, qui a un sourire bienveillant sur le visage, et qui pointe un doigt vers lui et qui lui demande « Mais c'est vous ou c'est votre frère ?» Igor est très interloqué. Il se dit « Mais c'est pas croyable cette question. Ça met en cause vraiment des choses très profondes. » En un instant, il répond « Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. C'est mon frère !» Et là, très belle réponse évidemment de son interlocuteur qui lui dit « C'est bien ce qui me semblait. » vous voyez la problématique gémellaire jusqu'où ça va. Ça va très loin. Ça va très loin. D'ailleurs, cet été, nous étions... ça, je ne t'ai pas raconté parce que ça s'est passé juste après nos entretiens. Nous étions à Fort Boyard. Peut-être que certains d'entre vous nous ont aperçus sur les écrans de France 2. Et lorsque nous arrivons à La Rochelle, j'étais seul et je vois une dame qui arrive avec son chien qui était tenu en laisse vers moi. Et elle tire son chien comme ça pour qu'il lève le regard. C'était un petit chien qui était très bas. Et donc, elle lui fait lever le regard. Elle lui dit « Mais enfin !» Il s'appelait Adore, quand même, comme beaucoup de chiens. « Mais enfin, Adore, tu le reconnais ?» Je me demande si... Alors le chien, comme ça, regarde à droite, à gauche, et finit par lever le... et commence à gronder. Oh, écoute, Adore, sois gentil, hein. Tu le reconnais. Alors, Adore, évidemment, remue vaguement la queue, et elle rajoute cette chose extraordinaire. Elle dit, mais enfin, tu vois bien qui c'est. C'est les frères Bogdanov. Merci beaucoup, Grishka Bogdanov, pour ces deux anecdotes qui seront nos anecdotes finales aujourd'hui. Je rappelle, merci à tous les trois. Merci à Philippe Bourré pour écrire C'est vivre, les entretiens de Brive, publiés aux éditions Michel, dans lequel vous retrouverez des entretiens avec Daniel Salnave, Alain Ray, Benoît Jacot, Clotilde Leguil, Marc Potrel, Louise Lambrix, et je ne les ai pas tous cités. Merci donc aussi à Grishka Bogdanov qui est dans ce recueil d'entretiens et qui publie aussi Le Code secret de l'univers aux éditions Albin Michel. Et merci à Bruno Tessarec pour l'atelier d'écriture Leçon à un futur écrivain aux éditions JC Lattès. À bientôt.